Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Relocaliser mes achats pour décarboner mon activité, qui est un des événements du parcours transition que je vous représenterai tout à l'heure. Donc ce webinaire va durer 1 heure et demie, un temps sera dédié à la fin pour toutes vos questions. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de laisser les experts se présenter à vous et puis leur laisser la main sur la présentation de ce webinaire. Et puis, je vous retrouve quant à moi à la fin. Lubna, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, Loubna Bentami, je suis chef de projet au sein de Bretagne Compétitivité. Bretagne Compétitivité, c'est une association qui est à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie de Bretagne et qui accompagne les entreprises bretonnes dans leur développement, de la réflexion stratégique à la mise sur le marché de produits ou services. Donc, nous sommes une équipe d'une vingtaine de collaborateurs avec pour raison d'être de renforcer la compétitivité des entreprises bretonnes par l'innovation et la prise en compte des transitions. Et plus spécifiquement sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, on accompagne une dizaine d'entreprises dans le cadre d'un défi BressFab autour des achats responsables. Voilà. Super, merci Lubna. Charline? Charline Le Faller, je suis consultante et formatrice en achat public et achat responsable au sein de l'agence Déclic, qui a un cabinet de conseil et de formation donc en RSE, CSRD, qui accompagne aussi bien les entreprises, les collectivités et les associations dans leur démarche RSE, et ce sur différents pôles d'expertise, donc la partie RSE, mais aussi la question carbone ou encore, effectivement, ce qui me concerne directement, les achats responsables. Et on est basé à Rennes, à Nantes, à Paris et à Lyon. Très bien, merci. Alexandre? Eh bien, bonjour à tous, donc Alexandre Francin. Moi, je m'occupe de la direction technique en fait au sein de la société O2M, qui est un cabinet conseil basé à Rennes, Angers et Bordeaux. Et puis, on est une cinquantaine de personnes et on travaille justement sur on va dire les grands sujets en lien avec la durabilité des organisations. Super, merci. Et enfin, Françoise? Donc, bonjour, Françoise Rétive. Donc, je suis chef de mission relocalisation et transition écologique à Bretagne Développement Innovation, donc l'agence de développement économique de la région Bretagne, au sein duquel on retrouve notamment la marque Bretagne, l'équipe qui organise le parcours transition, même si voilà, la marque est co-animée aussi avec Tourisme en Bretagne. Et donc, j'ai le plaisir d'organiser aujourd'hui ce webinaire avec des partenaires du parcours transition et du projet Relocalisons, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, c'est un webinaire, pardon, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de l'ensemble du sujet des achats et de la décarbonation. On vous propose donc de vous faire une petite introduction pour revenir sur le contexte et sur quelques chiffres clés introductifs. Puis on parlera de la décarbonation des entreprises, du lien avec les achats locaux et responsables. Et puis on vous donnera également quelques éléments sur comment relocaliser ces achats et pourquoi. Donc, pour commencer, quelques chiffres pour remettre dans le contexte. On part du principe que la relocalisation des achats peut avoir un impact réel sur l'empreinte carbone des entreprises. En effet, hein, pour rappel, notamment donc une source issue d'une étude INSEE, hein, plutôt sur la production de produits en France plutôt qu'à l'étranger et ses conséquences. Donc, bien entendu, quand on produit en France, on peut plus acheter en France, étant donné qu'on a une plus faible intensité gaz à effet de serre sur le territoire national que dans le reste du monde en général. Produire en France plutôt qu'à l'étranger permet en effet d'avoir un effet favorable sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc, on diminue l'empreinte carbone au global, même si, bien entendu, on peut accroître les émissions sur le territoire national. Mais l'important, c'est de prendre les impacts globaux de nos achats et pas juste les impacts locaux de notre production.
Aussi, sur cette partie chiffrée, toujours en termes d'impact, on avait identifié il y a environ un an, dans le cadre d'une expérimentation réalisée pour accompagner une petite dizaine d'entreprises à la relocalisation de leurs achats, que si chaque entreprise bretonne relocalise 10% de ses achats, 3% en Bretagne, 7% en France, puisque bien entendu, on ne peut pas tout acheter en local, mais il existe dans la plupart des cas des marges de manœuvre en termes d'achat de produits, mais aussi en termes d'achat de services. Et ben, avec cette relocalisation de 10% des achats, on aurait plus de 5 milliards d'euros de valeur ajoutée et 70 000 emplois générés en France. Un impact aussi en Bretagne, un impact aussi très important sur le territoire France, avec 8,5 milliards d'euros de valeur ajoutée et 118 000 emplois. Et puis, sur la partie environnementale, on éviterait environ 3 millions de tonnes de gaz à effet de serre et 903 millions d'euros de valeur environnementale qui ne seraient pas détruites. Donc, voilà, le sujet de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir avancer sur ce sujet, voir comment, pourquoi relocaliser les achats, où en sont les entreprises régionales sur ce sujet des achats locaux et quel est le lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On verra tout à l'heure, bien entendu, que ce n'est pas si simple. Loubna? Oui, donc je vais poursuivre avec quelques chiffres introductifs qui sont liés à une enquête achat qui a été menée au premier trimestre 2024 par les CCI et le Conseil national des achats, donc avec le soutien de Bretagne Compétitivité. Et donc c'est une enquête qui a été menée auprès d'entreprises bretonnes de plus de 20 salariés. Et ce qui ressort, j'ai choisi quelques chiffres, mais on pourra vous communiquer aussi davantage d'infos sur l'enquête après le webinaire. Donc en premier, c'est le lien entre achat et stratégie RSE. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, il y a 44% des entreprises bretonnes qui intègrent un objectif achat dans leur stratégie RSE versus 78% au niveau national. Ce qui montre qu'il y a quand même une marge de progression pour mieux appréhender l'achat local dans sa stratégie RSE et son impact environnemental. Néanmoins, quand on pose la question donc, sur quel thème les achats contribuent-ils à la stratégie RSE de votre entreprise, on voit que l'empreinte carbone arrive en premier à 88%. Voilà, c'est quand même un sujet qui reste prioritaire en Bretagne, suivi de près par l'achat local. Ensuite, si tu peux passer à la deuxième slide, s'il te plaît, Françoise ou Marine. On voit que, en fait, en Bretagne, 75% des entreprises privilégient déjà les achats locaux versus 47% au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on peut voir aussi sur le graphique à côté que finalement, il y a uniquement 28% d'entreprises bretonnes qui envisagent de relocaliser. Mais parmi ces 28%, plus de 78% ils veulent relocaliser les achats en Bretagne. Donc voilà. Donc en fait, on voit que déjà en fait dans le pratique des entreprises, de nos entreprises bretonnes, l'achat local et aussi la relation fournisseur de proximité sont des éléments déjà très prégnants dans la culture d'entreprise. Et pour terminer sur les chiffres, ce qui est intéressant aussi de mettre en avant, c'est que dans les bénéfices qui sont mis en avant de la relocalisation des achats, on retrouve en premier la réduction de l'empreinte environnementale, donc à 77%. En deuxième position, la sécurisation des achats à 59%. Et en troisième position, l'amélioration de la qualité des produits et services achetés. Et donc les chiffres en gras, c'est les moyennes, c'est au niveau national. Voilà des petits éléments qui permettent d'introduire la suite du webinaire. Je laisse la main à Charline, il me semble. Alexandra.
Alexandre, pardon. Ça marche. Bah, merci. Pour prendre la suite, en fait, on voulait vous proposer en préambule la question du pourquoi décarboner son entreprise et donc forcément aussi, on verra pourquoi ses achats. Et donc pour ça, on est parti sur une slide, simplement, on a rebalayé un peu voilà, les grands enjeux actuels autour de la décarbonation, avec à la fois des enjeux autour forcément des risques physiques qu'on peut observer actuellement. On l'a vu encore cet été, hein, alors on n'a pas eu forcément de beaucoup de phénomènes de sécheresse par chez nous, mais plus des phénomènes d'aléas naturels. On en voit encore certains la semaine passée. Donc, il y a tout, en fait, tous ces enjeux, mais vous les connaissez relatifs vraiment à ce qui se passe, hein, finalement, à l'échelle de notre climat et donc à l'échelle de nos sociétés. À côté de ça, il y a tout le volet réglementaire aussi qui s'est extrêmement accéléré depuis, depuis 3 ans, je dirais, sur le volet du climat, notamment avec la loi climat et résilience. 1er janvier prochain, vous l'avez peut-être vu passer aussi, la CSRD qui arrive au niveau du marché européen encadrera pour les grands comptes la question, vous le savez, du reporting extra-financier. Et dans ce reporting, forcément, la question du changement climatique, de l'impact en fait de l'entreprise sur ce changement-là, et également l'impact que peut avoir le changement sur l'entreprise, et ben donc sera abordée, c'est la notion de double matérialité. Donc forcément, ça concernera janvier prochain, on va dire des grands comptes, mais forcément, en fait, ça découlera sur la chaîne de valeur. Et donc, ça demandera aussi, sur cette chaîne de valeur, être en capacité d'évaluer et de quantifier aussi ces émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a mis en bleu, c'est vraiment des enjeux qui aujourd'hui nécessitent, comme point de départ, d'évaluer ces émissions de gaz à effet de serre. La question au niveau aussi européen, la taxonomie des activités vertes, qui classe un peu, on va dire, les activités un peu vertueuses de celles qui le sont un peu moins. La loi climat et résilience, on l'a évoqué. Le MACF aussi, qui est arrivé l'année passée au niveau de l'Union européenne, qui indirectement en fait met un prix sur le carbone pour certains produits reconnus comme, entre guillemets, émissifs. Donc, je crois que de mémoire, il y a 5 ou 6 catégories de produits couvertes. On va avoir l'acier, l'aluminium, le ciment, l'hydrogène, l'électricité et les engrais aussi. Et en fait, pour ces importateurs de ces matières-là, bah, aujourd'hui, à hauteur de son poids carbone de la matière, enfin, ou sera plutôt, parce que pour l'instant, il y a juste la partie mise en place, enfin la partie administrative est mise en place, le carbone contenu dans ces produits-là sera taxé. Et également, donc, la question du BGS réglementaire qui existe en France depuis maintenant un certain nombre d'années et qui couvre désormais l'ensemble des scopes pour les entreprises de plus de 500 salariés. Donc, il y a tout ce volet réglementaire qui s'est accéléré, on l'a évoqué. Il y a forcément aussi à côté de ça la question du marché, de l'accès à certains marchés et des notions de compétitivité, avec des clauses RSE qui sont intégrées aujourd'hui dans des politiques de sourcing, forcément, mais on va en reparler, ça fait partie des approches en achat responsable. La commande publique aussi, depuis quelques années, qui a pris le pas en intégrant alors, pas l'ensemble des marchés encore, j'ai l'impression, mais en tout cas sur de nombreux marchés, la question de certains critères, enfin là, certains critères RSE qui sont pris en compte dans l'attribution de ces marchés-là. La question aussi des prix internes du carbone, qu'on voit de plus en plus dans des critères d'achat, soit d'ailleurs internes, soit externes. Et puis la question aussi EcoVadis, qui est utilisée par un grand nombre d'acteurs et qui, forcément, demande aussi une évaluation des gaz à effet de serre. Et la question, enfin, le dernier enjeu, c'est la question des financements. Puisque bah, la CSRD a aussi été accompagnée de la SFRD au niveau européen. Alors, ça fait beaucoup d'acronymes, je m'en excuse, mais qui en fait s'adresse à tous les organismes financiers, toutes les banques et tous les fonds d'investissement qui aujourd'hui doivent en fait déclarer leur investissement sous le regard finalement de l'empreinte carbone que ça peut générer, et en lien d'ailleurs avec la taxonomie européenne. Et également, on l'a vu aussi apparaître cette année, au niveau de la Banque de France, la cotation climatique des entreprises qui est arrivée. Et donc, ça veut dire que bah, forcément, aujourd'hui, quand on cherche à lever des fonds ou accéder à des prêts bancaires, la question du climat et de l'impact qu'on peut avoir sur cette notion du climat, elle est adressée et ça fait partie des critères d'attribution des fonds d'investissement. Donc tous ces enjeux font aujourd'hui que, voilà, que finalement, il y a un besoin qui apparaît, soit sur le marché, soit au niveau du législateur, ou soit au niveau des investisseurs, ou bien sûr la question
du risque et de la... Et comment? Je cherche le mot, mais je l'ai plus. Bref, la criticité en fait du sujet, qui font que voilà, ce sujet est nécessaire. Donc la question après du comment arrive. Quand on parle d'évaluer ces émissions de gaz à effet de serre, il y a la question du comment. Donc si on va sur la slide suivante, Françoise, top, merci. Eh bien, vous savez aussi, quand on cherche à évaluer finalement ces émissions de gaz à effet de serre, au niveau international ou au niveau français, les différents standards, en fait, ont par convention, en quelque sorte, découpé l'activité des entreprises par ce qu'on appelle des scopes. Et ces scopes eux-mêmes sont dissociés par poste. On va retrouver le scope 1 et 2, qui va globalement concerner, on va dire, surtout la consommation et l'achat d'énergie de l'entreprise, que ce soit des énergies fixes, comme l'électricité ou du gaz, mais également d'énergie dite mobile, c'est-à-dire tout ce qui va être, tout ce qui va alimenter des engins, des poids lourds, en tout cas du fret. Et puis en parallèle de ce scope 1 et 2, on va avoir tout le reste, ce qu'on appelle le scope 3. Dans ce scope 3, on va avoir du scope 3 amont et du scope 3 aval. L'aval va plutôt concerner finalement les produits mis sur le marché, ou également même les investissements qui sont portés par l'entreprise. Et le scope 3 amont va lui regarder finalement tout ce qui est acheminé et acheté par l'entreprise, ou même d'ailleurs ce qui est réalisé de façon indirecte, type les déplacements des salariés, les déplacements professionnels. Et dans ce scope 3 amont, donc c'est ce qui est à gauche ici, on va retrouver également des postes dont on va parler aujourd'hui et dans lesquels en fait on va pouvoir venir intégrer des logiques d'achat responsable. Donc c'est-à-dire le déplacement professionnel. Donc quelles prestations et quel mode de déplacement en fait j'achète pour mes salariés quand ils doivent se déplacer dans le cadre de leur activité. Forcément aussi les notions de transport de marchandises, de transport de marchandises, c'est-à-dire quand j'achète une prestation de service de fret, et ben, comment aussi je peux intégrer des notions d'achat et donc forcément des critères de responsabilité dans cet achat-là. La question aussi des biens d'équipement, quand on achète des biens d'équipement, et puis également forcément la question de l'achat de matières premières et de services. Et finalement, tous ces postes, et même plus globalement, on pourrait avoir aussi des logiques d'achat responsable sur les scopes 1 et 2. Quand on achète de l'énergie, on peut très bien avoir aussi une réflexion sur comment je peux intégrer des critères, des approches responsables dans mon achat énergétique. Mais aujourd'hui, on va surtout cibler vraiment ce scope 3 amont parce que, basiquement, les achats responsables sont beaucoup orientés au fait autour de la chaîne de valeur amont et comment on peut challenger finalement les différents services ou biens et matières premières qu'on va acheter auprès de nos partenaires. Et donc la question maintenant est de se dire, voilà, ce scope 3, est-ce qu'il représente un gros enjeu ou pas quand on cherche à décarboner son activité? Donc c'est la slide suivante. Merci beaucoup. Et pour ça, en fait, on a remis tout simplement une étude qui a été faite l'année passée par le CDP au niveau européen, donc CDP, le Carbon Disclosure Project, euh, qui est en fait un peu une sorte d'observatoire et d'organisme qui va venir aussi publier tout un tas justement d'études sur la question du reporting climatique. Et donc, l'année passée, ils ont analysé à peu près 800 reportings d'entreprises européennes sur la question du climat. Et ils l'ont réparti par secteur d'activité. C'est ce qu'on retrouve en fait sur l'histogramme, le graphique que vous voyez à gauche. On voit en fait par secteur d'activité la répartition de l'empreinte carbone de ces activités selon leur scope 1, leur scope 2 et leur scope 3. Le scope 3, vous voyez, c'est la partie violette. Et très clairement, hein, sans ambiguïté, on voit que pour la majorité des secteurs concernés, eh ben, le scope 3 représentait pour ces entreprises-là à peu près 80% des émissions. Donc le scope 1 et 2 qu'on a évoqué précédemment sur le volet qui était beaucoup plus en lien avec l'énergie, lui était finalement secondaire. Enfin, eux étaient finalement secondaires. Donc la question sous-jacente derrière ça, c'est de se dire, dans ce scope 3, quelle était l'origine finalement, quels étaient les postes à l'origine de ces émissions au sein du scope 3. Donc si on va à un niveau en dessous, c'est ce qui est dit ici, en fait, on a le même visuel par secteur économique. Cette fois avec les grands postes contributeurs en fait à ce scope 3. Et on voit en fait dans ce schéma-là
que la question de l'achat des biens et des services représentait, donc c'est la partie rouge, représentait en fait le second poste de Scope 3 et contribuait, lui, à hauteur en moyenne de 17% de l'impact du Scope 3. Le premier poste au sein du Scope 3 était la vente des produits vendus mis sur le marché en fait par ces différents secteurs économiques. Donc c'était la partie orange. Mais le Scope 2, pardon, le Scope 2, le poste numéro 2, justement, était la question de l'achat des biens et services. Donc on voit finalement pourquoi on a voulu avoir cette approche-là et vous proposer ça aujourd'hui, c'est déjà de bien replacer l'enjeu, de se dire, bah, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux qui me demandent finalement d'évaluer mon bilan carbone, ce qu'on appelle, on l'appelle comme ça en France. Et quand je fais mon bilan carbone, en fait, on s'aperçoit que le scope 3, il est prépondérant. Et au sein de ce scope 3, l'un des postes principaux, c'est bel et bien l'achat des biens et des services. Donc, l'achat des biens et services représente en fait aujourd'hui un levier fort, qui n'est pas le seul, bien sûr, mais représente un levier fort si on veut adresser et être en capacité finalement de décarboner son activité. Et donc finalement, bah, je vais passer la main derrière à Charline pour vous parler justement, bah, quand on parle d'achat et donc d'achat responsable, qu'est-ce qu'on entend avec cette notion-là. Donc Charline, je te passe la main. Super, magnifique transition. Hem, donc moi, je vais vous parler effectivement des achats responsables et après plus précisément aussi des achats locaux. L'objectif étant, on va balayer la notion de développement durable, RSE et achat, pour voir comment ça s'imbrique et puis effectivement, heu, comment les achats, peuvent, travailler et concourir justement à la baisse, de la réduction de son empreinte carbone, sur les achats. Pour commencer, le développement durable, a été défini donc, en 1987 dans le rapport Brundtland qui le définit comme un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Concrètement, on ne va pas venir, scier la branche sur laquelle on est, donc c'est vraiment essayer de réfléchir à court terme, mais aussi à long terme sur les différentes actions qu'on peut mener pour, limiter, ces impacts. On retrouve en fait à travers le développement durable 3 grands piliers, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, hein. L'environnement, l'économie, le social et que en fonction de comment ils se rencontrent, on peut avoir, et bien des actions viables, vivables, équitables et quand les 3 arrivent à se rencontrer, et bien on arrive sur vraiment la notion de développement durable. Donc ce qui est pas toujours évident, hein, en fonction de ce qu'on fait. On peut plutôt agir sur le social, parfois plutôt sur l'économie ou des fois sur l'environnement. Mais l'objectif étant, de prendre en compte, l'ensemble de ces piliers. Donc ça, c'est, la ce que vous voyez sur la diapo, c'est un schéma, donc avec les trois grands cercles qui se rencontrent. Il y a une autre vision, qui se développe, aussi, où justement non, tu peux repartir sur, l'autre, excuse-moi, merci. En fait, on a, l'environnement qui est la condition. C'est-à-dire que si on ne préserve pas les ressources, eh bien, on ne pourra, rien faire. L'objectif est, le social, donc le bien-être, des humains, les relations entre eux et cetera et puis l'économie est un moyen. Ça, c'est une autre vision du développement durable, qui se développe de plus en plus, mais ce qu'il y a à retenir concrètement, c'est qu'on a 3 piliers: économie, environnement, social et qu'il faut bien les prendre en compte, les uns avec les autres pour travailler sur le développement durable. Donc ensuite, on a, la RSE, donc RSE ou RSO, responsabilité sociétale des entreprises, qui vient décliner en fait le, développement durable, justement au monde des organisations et c'est basé notamment sur 7 piliers donc que vous retrouvez là sur la diapo. Les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, les communautés et développement local, la gouvernance, l'environnement, les questions relatives aux consommateurs et la loyauté des pratiques. Ça, c'est issu directement aussi de la norme ISO 26000.
sur la partie RSE. Et ensuite, on a une déclinaison sur les achats, puisqu'on sait que les achats, et c'est aussi c'est le thème de ce webinaire, les achats viennent vraiment développer, aider à travailler et prendre en compte le développement durable et aussi du coup à travailler sur sa démarche RSE. Et donc, on a aussi une norme, donc il y a la norme ISO 26000 pour la RSE et on a une norme ISO 20400 pour les achats responsables. Donc, c'est la déclinaison en fait des grands piliers de la RSE aux achats. Et la norme ISO 20400 définit l'achat responsable comme un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs, ce qui est tout à fait en lien avec la question notamment de l'empreinte carbone. Et c'est vrai que nous, on reste pas sur les 7 piliers. On les a retravaillés, en tout cas, à l'agence Déclic et puis je pense, ça se voit sur d'autres sources. On est passé de 7 questions à 5 piliers, pour que ce soit plus facile, plus clair dans sa compréhension. On va retrouver l'économie, avec notamment la lutte contre la corruption, les relations équilibrées entre le client et ses prestataires, la dimension sociale, donc la prise en compte vraiment sur toute la chaîne d'approvisionnement eh bien, des conditions de travail, du respect des droits de l'homme, etc., de la sécurité aussi des personnes. La dimension environnementale, donc avec la préservation des ressources, la biodiversité, la réduction de l'empreinte carbone, etc. La gouvernance, qui va vraiment être plutôt tout ce qui est process et structure de décision. C'est important d'avoir une gouvernance pour justement se rendre compte si les actions qu'on mène ont un impact. Et donc c'est là où on va retrouver aussi toute la question de reporting avec des indicateurs, des cibles à atteindre, etc. Et le dernier pilier sur la partie territoire, où là, on va s'intéresser en fait eh bien, à l'achat, notamment en local, et puis aussi les liens avec tout ce qui va être entreprise de l'ESS, avec tout ce qui est secteur adapté ou de l'insertion, parce que souvent, ça se mêle entre le territoire et le social sur ces sujets. Merci. Quelques exemples par pilier et qui revient aussi travailler sur la question du territoire. On a par exemple sur la dimension sociale l'entreprise Lobodis qui travaille avec un ESAT en local. Donc en fait, Lobodis, c'est un torréfacteur de café. Donc sa matière première, elle n'est pas faite en France, je vous apprends rien. Elle vient, on va dire, un peu de l'autre bout du monde. Par contre, pour le reste, pour vraiment la torréfaction, pour l'emballage, etc., ça va être travaillé en fait en local sur le territoire, notamment breton, puisque le Bodis, son siège est en Bretagne. Donc il y a une volonté forte de travailler sur son territoire et puis auprès du coup d'entreprises du secteur adapté. Autre exemple sur la dimension économique, là on a Suez qui a travaillé plutôt qui a réalisé une enquête de satisfaction auprès de ses fournisseurs et pour justement se rendre compte de quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui était attendu aussi de la part des fournisseurs, avoir un vrai retour pour pas qu'il y ait qu'un bilan qui soit fait dans un sens de client à fournisseur, mais aussi que les fournisseurs puissent avoir la parole. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant dans le cadre d'un achat responsable et pouvoir faire évoluer ces pratiques aussi en fonction des retours. Un exemple aussi sur le pilier territoire, l'entreprise Vita Germine qui est spécialisée dans tout ce qui est alimentation bio en France, elle a fait le choix justement de réaliser un sourcing en local pour sélectionner des produits alimentaires, donc à 80% français pour les végétaux et à 100% pour les viandes. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un travail en amont de sourcing pour identifier les bons produits sur le territoire afin de les utiliser dans leur activité. Sur le pilier gouvernance, on a l'exemple de Nicomac
qui donc, a pu envoyer des questionnaires auprès de ses fournisseurs pour connaître leur avancée sur les questions du développement durable. Et suite à ce questionnaire, eh bien, il y avait une évaluation qui était réalisée. Et Nicomax proposait de venir aider les fournisseurs qui voulaient se tourner vers une transition plus responsable et plus durable. Donc ça, c'est assez intéressant qu'une entreprise, donc un client, cherche à travailler avec ses fournisseurs, ses sous-traitants, pour mieux les accompagner dans leur transition et vraiment venir avoir un impact positif aussi sur sa chaîne de valeur. Et dernier exemple, donc sur le pilier environnement, donc l'entreprise Knoll, je ne sais pas si je le prononce correctement, désolée si ce n'est pas le cas, a travaillé sur l'éco-conception d'un emballage, donc avec la réalisation d'une analyse de cycle de vie sur un produit. Donc ça, on pourra en reparler sur cet outil-là, qui peut être assez intéressant à réaliser pour identifier les impacts d'un produit. Il y a eu des échanges avec les fournisseurs, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment avoir une relation partenariale pour travailler sur la modification des emballages, sur les matériaux, etc. Et donc ensuite est arrivé un nouveau produit et ils ont travaillé notamment pour limiter au niveau du transport, plutôt privilégier du coup le fret maritime quand c'était possible. Ils ont remplacé le plastique par la bagasse, donc c'est un matériau issu de la canne à sucre, donc ce qui vraiment remplace donc, le plastique. Et encore, autre exemple, l'utilisation de carton gris recyclé comme structure d'emballage. Donc c'est vraiment la prise en compte de la totalité de l'emballage, des différents produits, de ses composantes, pour arriver à un produit avec un impact moindre que celui au départ. Donc là, on a posé les bases sur les achats responsables, c'est quoi? Donc avec la notion de territoire, on voit bien que, notamment à travers ce webinaire, la relocalisation va venir avoir un effet aussi sur la dimension environnementale, avec potentiellement la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi sur la dimension économique auprès des entreprises, etc. Ça peut vraiment, grâce à la relocalisation, pardon, on peut aussi travailler sur les différents piliers du développement durable et des achats responsables. Donc, comment on peut arriver à relocaliser ces achats? Donc, il y a un certain nombre d'outils à disposition pour faire des achats bas carbone et locaux quand c'est possible. Donc, il y a 3 grands outils. Le premier, c'est le sourcing. Ça, c'était notamment dans les exemples. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment rechercher des nouveaux fournisseurs pour répondre à son besoin. Donc, sans sourcing, effectivement, on ne va pas forcément non plus être alerte sur les nouvelles technologies, les nouveaux produits proposés, aussi des nouvelles entreprises qui arrivent sur le territoire et qui pourraient être pertinentes, en tout cas au moins à rencontrer et potentiellement à contractualiser avec elles. L'idée du sourcing, c'est vraiment voilà, trouver des fournisseurs avec des valeurs communes, un bon relationnel, potentiellement une proximité géographique, qui proposent potentiellement des produits innovants pour avoir vraiment une vision globale et choisir en son âme et conscience aussi ses fournisseurs et ses produits. Deuxième outil, la sélection. Donc, moi, je fais bien la différence entre clauses et critères, où on va vraiment, il y aura votre propre besoin. Il faut arriver à trouver un produit ou un service qui répond à ce besoin. Et après, grâce à la mise en concurrence à travers une consultation, eh bien, vous allez pouvoir comparer les offres, choisir des critères sur lesquels vous allez permettre de choisir tel produit plutôt qu'un autre, telle entreprise plutôt qu'une autre. Et ça peut être notamment tout ce qui va être lié à la réduction carbone, les actions menées ou par exemple des produits qui sont plus bas carbone que d'autres à travers notamment la fourniture de justificatifs, d'ACV, etc. pour avoir des preuves que vous achetez bien des produits, par exemple, bas carbone. Et un troisième outil qui me semble quand même important à avoir en tête, parce que toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. Potentiellement,
vos fournisseurs actuels ne proposent pas de solutions, de produits ou de services justement bas carbone ou en local, etc. Mais vous êtes satisfait de ce qu'ils font, ça fonctionne bien entre vous, et bah, plutôt que de les écarter d'office et de rechercher un nouveau fournisseur, c'est aussi de les accompagner, c'est-à-dire se mettre d'accord en amont en disant: «Voilà, est-ce que, tu as envie de travailler par exemple, voilà, sur, la proposition de produits bas carbone, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, que j'ai envie du coup d'acheter plutôt de faire des achats bas carbone. Donc si tu as envie de te lancer dans l'aventure, on peut travailler ensemble de manière, enfin vraiment en partenariat. On se fixe des objectifs, on se rencontre régulièrement pour faire évoluer l'offre, pour justement arriver à ce que le fournisseur actuel puisse répondre à votre besoin. En tout cas, votre nouveau besoin et vos nouvelles exigences». Il est aussi intéressant, je trouve, vraiment la notion d'accompagner, heu, pour les fournisseurs. Et là, je repasse, la main pour la partie ACV. Ça marche, merci Charline. En fait, oui, la CV, Charline l'a évoqué. Pourquoi? Parce que dans ce niveau 2 justement finalement du déroulé de la logique d'achat responsable, la question du choix de fournisseur, forcément, elle est présente. Et quand on commence à challenger en fait des fournisseurs sur le volet du carbone, la question de la CV arrive assez vite. Alors, c'est quelque chose qu'on entend peut-être de plus en plus, la CV, et on a voulu en fait simplement remettre euh, une slide sur qu'est-ce que l'on met derrière et qu'est-ce que ça implique. Donc, quand on parle de la CV, on est d'accord qu'on parle bien d'analyse cycle de vie, qui aujourd'hui, en tout cas au niveau européen, la méthode de référence pour évaluer les produits sur le volet de leur empreinte environnementale. Et je dis bien environnementale parce que la CV, par nature, est plus large en fait que le sujet du climat. Et donc l'idée, en fait, c'est avec l'ACV, c'est d'avoir un socle commun, en l'occurrence qui est norme ISO, la 1440, et qui permet en fait à chacun, avec un protocole assez encadré, de venir quantifier bah, justement l'empreinte de ses solutions, de ses produits, ou même des services qu'il met sur le marché pour pouvoir justement bah, valoriser peut-être lui ce qu'il fait différemment d'un point de vue achat, d'un point de vue conception, d'un point de vue transformation, d'un point de vue même distribution, réparation de ses produits, et ainsi de suite. Ça permet de venir chiffrer. Et c'est vraiment important parce que bah, voilà, quand on cherche à décarboner, on en arrive forcément à se confronter à la question des chiffres. Et pour ça, encore une fois, bah, quand on est dans une logique d'achat, euh, on peut se retrouver en fait à demander indirectement, sans le savoir, finalement l'ACV de la solution que le fournisseur me propose. Donc, si on avance, on a remis ici voilà, les trois les trois grands principes qui encadrent finalement l'ACV. C'est quelque chose qui est dit multi-étapes, c'est-à-dire que un résultat ACV, par défaut, représentera vraiment tout le cycle de vie de la solution du produit que vous allez venir acheter, c'est-à-dire de la production même des constituants qui vont venir composer le produit ou même le service, parce qu'un service, ça reste finalement qu'une somme de flux physiques quand on le décompose, mais en tout cas, voilà, les constituants qui vont venir composer le produit, les différents transports, la transformation, la mise à disposition, et puis également, on peut prendre en compte tout le reste, c'est-à-dire l'usage même de ce produit pour aller jusqu'à la fin de vie. Donc, par défaut, voilà, retenez que la CV, elle représente vraiment l'empreinte complète, cycle de vie du produit. On dit aussi qu'elle est multicomposante. Pourquoi? Parce elle intègre aussi les notions, enfin voilà, tout ce qui va être nécessaire pour mettre sur le marché et accomplir le service rendu par le produit. Donc s'il y a de l'emballage, que ce soit l'emballage primaire, secondaire ou même tertiaire, eh ben, on va aller dans ces notions d'ACV à intégrer ça, puisque finalement, c'est nécessaire pour encore une fois que le produit soit distribué et fonctionne correctement. Ou même toutes les pièces d'usure, s'il y a des pièces d'usure, et ainsi de suite. Et la troisième notion, on dit qu'elle est multicritère. Ce que je disais, c'est parce que elle regarde, en fait, elle adresse plusieurs enjeux environnementaux, le climat, mais on peut également évoquer l'eau, les pollutions sur les sols, la pollution chimique, et ainsi de suite. Et comment elle est employée aujourd'hui, cette ACV? Il va y avoir trois grands usages. Il y en a deux qui apparaissent ici, le troisième sur la slide suivante, mais les deux qu'on évoque ici, c'est le premier usage par les acteurs, c'est de comprendre en fait l'empreinte environnementale de sa solution sur sa chaîne de valeur. C'est ce qu'on appelle des hotspots environnementaux. C'est-à-dire, bah, voilà, en fait, dans mon produit, dans ma solution,
qu'est-ce qui cause finalement cette empreinte carbone quand on parle du carbone? Est-ce que c'est une matière première? Est-ce que c'est un emballage particulier? Est-ce que c'est un transport, un sourcing euh, spécifique? Est-ce que c'est une étape de transformation? Et ainsi de suite. C'est de comprendre la chaîne de causalité sur son produit pour justement derrière soit communiquer dans une logique transparente, soit agir pour aller améliorer l'empreinte de son produit. Ça, c'est le premier usage. Il y a un second usage qui peut être d'ailleurs utilisé dans une logique d'achat, c'est-à-dire c'est de comparer des alternatives. Je souhaite en fait faire intégrer dans ma décision un critère environnemental. J'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Comment je peux les comparer équitablement en fait sur un plan environnemental? Ben, je peux recourir à l'ACV. Ou alors, je suis un concepteur, je mets sur le marché, j'ai plusieurs solutions de conception qui s'offrent à moi, ben, je veux faire encore une fois le meilleur choix. Donc, je recours à l'ACV. Ça, on va dire, c'est les deux principaux usages, mais il y en a quand même un troisième qui est sur la slide suivante. Quelle est la question de la communication? La question de la communication, parce que de plus en plus, l'ACV, quand on communique son résultat à son fournisseur, ou à son marché, ou à même d'autres parties prenantes, et ben en fait, la communication, elle devient encadrée sur la question de l'ACV. Elle devient encadrée avec notamment les questions des EPD, on va en reparler. Et comment, dans une logique de communication, elle peut être utilisée? On vous avait remis en fait deux outils, enfin, deux approches qui peuvent être utiles en fait on va dire encore une fois, dans une posture d'acheteur. Le premier outil, vous le connaissez peut-être, c'est la base empreinte de l'ADEME. La base empreinte de l'ADEME, c'est quoi? C'est une base de données publique qui va venir recenser l'empreinte carbone, mais d'ailleurs pas que carbone, maintenant elle va aussi, cette base de données, sur d'autres indicateurs que le climat, qui va venir fournir l'empreinte associée à différentes activités, que ce soit des matières, des productions d'énergie, des services de transport, des traitements de déchets, et ainsi de suite. Elle va venir fournir en fait l'empreinte associée à ces services par unité fonctionnelle, c'est-à-dire par grandeur physique qu'on va consommer. Donc là, en l'occurrence, l'exemple, la capture qu'on a mis et qu'on a proposé en haut, c'est sur deux résines plastiques, un PEBD et un PET, où l'empreinte carbone est exprimée en kilogrammes de CO2 équivalent, qui est la grandeur de référence internationale, par tonne de plastique. Donc ça peut être utile déjà quand on est acheteur. Sur un premier volet, c'est utile. Pourquoi? Parce que généralement, quand on commence à intégrer des clauses dans des politiques d'achat sur justement la question du carbone, on peut se retrouver à récupérer des informations de la part des fournisseurs qui consistent à dire, voilà, moi la solution, là, en l'occurrence, on va dire, on va rester dans le cas du plastique, le plastique que je vous propose, il équivaut à X kilogrammes de CO2 équivalent par kilo ou par tonne. Très bien. Mais des fois, on peut être un peu confronté en disant, mince, je ne sais pas trop quoi en faire de cette valeur, je ne sais pas dire si c'est peu ou si c'est élevé. Et la base empreinte peut avoir cette fonction-là de dire, finalement, là, ce que me propose mon fournisseur, voilà en fait comment je peux le positionner par rapport à des moyennes du marché. Mais la base empreinte va être limitée derrière s'il faut commencer à faire des distinctions entre les fabricants, puisque sa vocation principale, c'est de représenter des moyennes du marché. C'est pour ça que quand c'est comme ça, il peut y avoir un autre outil aussi qui peut être intéressant dans cette posture de choix de fournisseur, qui est justement ce qu'on appelle les demander ou recourir à ce qu'on appelle les EPD, les Environmental Product Declaration, qui sont en fait des documents qui sont normalisés. Et pareil, ce sont des documents qui sont reconnus à l'échelle européenne, qui sont normalisés, qui sont vérifiés, et qu'on peut retrouver publiquement sur deux bases de données principales qui s'appellent Envirodec et l'autre Ecoplatform, et qui sont spécifiques, qui s'appliquent à tous les types de produits sans exception, même des produits agroalimentaires peuvent très bien être couverts par des EPD. Et en fait, là, c'est une sorte de carte d'identité finalement du produit que vous achetez et qui présente de façon normée et structurée les résultats de l'ACV qui a été réalisé par le fournisseur. Donc, soit en tant qu'acheteur, on peut demander ces documents-là, ou soit aller voir en fait sur ces bases de données publiques. Donc, ce sont des PDF qui sont classés dans des bases de données. Là, aller le voir finalement, les produits qui s'en rapprochent,
qu'est-ce qu'il pèse d'un point de vue environnemental. Donc on avait remis l'exemple d'un fournisseur, donc même logique avec même logique avec une autre résine PET, mais cette fois spécifique, une résine, un plastique PET, donc un polyéthylène, cette fois spécifique à un fournisseur sur une de ces bases de données-là. Donc on voit sur sa fiche, lui, qu'il arrive finalement à un chiffre de l'empreinte carbone de sa tonne de PET, il est arrivé à un chiffre de 2430 kg de CO2 équivalent par tonne de PET. Donc on voit que c'est inférieur effectivement à la moyenne que proposait la base empreinte. Donc c'est intéressant finalement pour aller challenger encore une fois vos fournisseurs et voir quels sont ceux qui sont, on va dire, meilleurs et ceux qui sont un peu moins bons. Et donc, voilà, ça permet de prendre du recul et aussi de chiffrer finalement aussi le choix que l'on peut faire et aussi évaluer dans une logique de décarbonation, de dire finalement par cet achat a permis de réduire de X tonnes ou de X% l'empreinte de mon poste achat de biens et de services. Donc voilà, c'était juste sur la question du comment, on voulait préciser ça parce que l'ACV peut faire peur, mais elle peut être aussi très utile quand on cherche à chiffrer et en tout cas à vraiment quantifier la conséquence et le gain qu'a pu générer un achat responsable. Et donc, on voulait aussi vous proposer à travers ce webinaire, quand on parle de chiffres et du fait de relocaliser, on associe souvent la décarbonation avec la relocalisation avec la décarbonation. Et donc, on voulait aussi prendre du recul pour se dire, finalement, est-ce que relocaliser est constamment synonyme d'un bilan carbone moindre? Donc, pour ça, on vous avait remis deux exemples. Le premier qui est ici, en fait, on a fait un focus sur l'aluminium. Et on va se placer dans le cas où je suis une entreprise qui achète des profils d'aluminium pour faire, par exemple, des fenêtres. Donc on a remis ici le petit camembert. Ce petit camembert, il représente quoi? Il représente une photo de la façon dont se répartit l'empreinte carbone de la production d'aluminium. Aujourd'hui, quand on regarde cette production d'aluminium primaire, on voit que dans cet aluminium, il y a un gros morceau, là, il y a 2/3, qui est représenté par une étape qui s'appelle l'électrolyse, qui est en fait un procédé de transformation qui est très énergivore. Donc ça veut dire que l'aluminium, son bilan carbone est très lié finalement à un enjeu qui est énergétique. Donc forcément, à partir de là, ça veut dire que selon l'origine de production de son aluminium, on peut avoir des écarts assez importants. Donc c'est ce qu'on dit juste après. Voilà, on avait remis ces chiffres-là qui présentent quoi? Qui présentent en fait l'empreinte carbone par kilo d'aluminium primaire pour un aluminium produit en Asie, donc qui est équivalent à 28,4 kg de CO2 équivalent par kilogramme d'aluminium. Au milieu, on a l'aluminium produit au sein de la communauté européenne, et puis tout à droite, on a l'aluminium recyclé. Donc on voit déjà entre l'aluminium européen et l'aluminium primaire qu'on peut avoir des écarts juste sur l'empreinte carbone qui sont assez importants. Et donc si on se projette dans le cadre de justement, je suis acheteur de profil aluminium, donc qui nécessite bien sûr une autre étape de transformation pour avoir un profil, et en fait, si moi, je suis basé à Rennes et que j'achète ces profils aluminium, rien qu'entre un aluminium espagnol, alors on n'est même pas encore là sur une échelle locale, on n'est pas sur un aluminium breton, je ne suis pas sûr que ça existe, parce que de mémoire, on doit avoir, je crois, encore 2 fonderies aluminium en France. Mais rien que là, en fait, sur cet exemple-là, entre un aluminium espagnol et un aluminium vietnamien, dans un cas où je l'achemine jusqu'à Rennes, et en fait, on s'aperçoit très clairement que là, le même profil, techniquement, c'est le même profil, on s'aperçoit que son empreinte carbone est 4 fois moindre, en fait, dans le cadre d'un profil espagnol. Et on voit que la partie transport, d'ailleurs, est secondaire, hein. Là, c'est vraiment la production qui ressort devant son transport. Donc là, c'est clairement un exemple d'un produit très simple où relocaliser un achat à l'échelle européenne, on ne parle même pas d'échelle locale, régionale ou nationale, mais à l'échelle européenne, on voit que ça a du sens. Mais on peut aussi avoir des exemples un peu plus nuancés. Donc pour ça, on avait remis l'exemple de la tomate.
la tomate, avec sur ce petit graphique-là, donc ce sont des chiffres qui sont issus d'une base de données publique qui s'appelle Agribalis, qui est une base de données justement de l'empreinte environnementale des produits agroalimentaires. On a la barre de gauche qui représente en fait une tomate de plein champ produite en Espagne, celle du milieu qui représente la même tomate mais produite cette fois en France, et celle à droite qui va représenter toujours une tomate, mais cette fois hors saison, et donc forcément qui dit hors saison dit qu'il y a besoin de chauffer. Alors d'ailleurs, c'est une tomate qui, selon la façon dont on la chauffe, entre guillemets, eh ben, peut avoir une grande variabilité selon l'énergie qu'on va utiliser. Mais très clairement, ce qu'on voit ici, à gauche, c'est que rien que sur la tomate espagnole de plein champ, qui va être acheminée, on s'est placé encore dans un cas où on va acheminer et transporter la tomate jusqu'à Rennes, donc c'est la partie un peu rouge qu'on voit sur le graphique à gauche, ben on voit que malgré tout, la tomate espagnole, malgré son coût de transport, bah, sera toujours plus intéressante en fait sur un plan du carbone, et là on parle bien de carbone, et il y a plein d'autres enjeux environnementaux et également sociétaux, mais si on raisonne vraiment sur le volet du carbone, on voit que la tomate espagnole de plein champ sera plus intéressante qu'une tomate française euh, qui est produite sous des conditions chauffées. Par contre, c'est sûr que le bilan avec une tomate française de saison, là le bilan est indéniable, il y a tout intérêt à consommer une tomate française de saison. Et là où parfois ça peut venir aussi un peu complexifier le choix et l'achat quand on est un acheteur, c'est que là on parle du sujet du carbone depuis tout à l'heure. Quand on commence à adresser aussi, à prendre en considération d'autres enjeux, là, notamment sur la question de l'eau, ben on voit que là que le bilan peut s'inverser puisque la tomate espagnole va présenter en fait finalement une empreinte eau qui est moins bonne que la tomate française parce que le stress hydrique espagnol n'est pas le même que le stress hydrique en France. Donc tout ça pour dire que ben voilà, là, il peut y avoir des exemples, des cas où ben, relocaliser et acheter au plus proche, ça peut avoir du sens, mais il peut y avoir aussi des cas où finalement la seule condition de proximité n'est pas une garantie, si vous voulez, de la performance carbone ou environnementale de ce que l'on achète. Et c'est là que ça devient aussi important de challenger les conditions de production. C'est-à-dire, au-delà de dire j'achète bah, au bout d'un moment, parfois, il devient nécessaire de dire, bah, OK, j'achète à proximité, mais comment cette production de proximité est réalisée? Et là, très clairement, on voit que dans l'exemple de la tomate, bah oui, comment cette tomate est produite peut avoir une conséquence assez importante sur l'empreinte carbone de ce que je vais acheter. Et parfois aussi, le carbone, ce qu'on dit ici, peut être un peu l'arbre qui cache la forêt, avec là, en l'occurrence, la question de l'eau aussi, qui est un autre enjeu, mais qui peut être aussi intéressant à intégrer dans une logique d'achat. Donc voilà. Alors, ça complexifie, hein, on en convient le sujet, mais voilà, sachez que relocaliser peut avoir, encore une fois, c'est un peu le message hein, qu'on voulait partager avec vous. Relocaliser peut avoir du sens, mais parfois aussi, ça peut être plus nuancé. Il faut être vigilant quand on est dans une logique d'achat responsable, de dire la seule proximité ne garantit pas systématiquement la faible empreinte carbone. Euh, Mais alors pour passer la main derrière à François, je crois, et ben, bien sûr qu'il y a plein d'autres intérêts aussi à relocaliser, autre que la question du carbone, c'est ce qu'on évoque ici. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas si simple. Et en effet, même pour des produits industriels, hein, des intrants, c'est important aussi justement de regarder quel est le process de fabrication. Voilà, j'avais un retour aussi d'une entreprise hein, qui se posait la question entre acheter au plus près ou acheter un petit peu plus loin, hein, toujours en France, mais pas en Bretagne. Puisque bah, le process industriel de la deuxième entreprise était plus efficace et donc bah, l'impact carbone était réduit. Et puis comme on l'a vu aussi, hein, voilà, avoir des achats locaux, c'est bien, mais il faut questionner l'ensemble hein, des piliers des achats responsables. Un achat local, ça peut aussi être un achat fait en insertion, ça peut aussi être voilà, un achat développé en co-construction. En tout cas, voilà, il y a une approche assez large à prendre en compte sur ce sujet des achats. Donc, en effet, les achats locaux permettent de réduire l'empreinte carbone, mais pas que, hein, puisque ça permet aussi bah, de
de diminuer l'impact environnemental au sens large. On en a parlé là, par exemple, sur l'eau, mais ça peut être aussi des impacts en termes de biodiversité ou en termes de pollution. Ça peut permettre aussi à l'entreprise de gagner en flexibilité, en réactivité. Voilà, grâce à une entreprise fournisseur qui est basée à côté, on peut avoir des interactions plus rapides, on peut avoir un temps de livraison également plus réduit. Voilà, lorsqu'on a des commandes, on peut produire aussi plus rapidement, plus facilement. On peut aussi limiter les stocks. Donc, ça permet justement de renforcer la compétitivité. Ça permet aussi de pouvoir innover. Lorsqu'on connaît mieux le fournisseur, on peut faire de la co-construction. C'est le cas, par exemple, de la Belle-Îloise qui avait témoigné justement du travail fait avec un fournisseur d'algues en local pour développer justement un nouveau produit. Et ils avaient revu un petit peu la recette voilà, avec le service R&D qui était dans la boucle justement pour pouvoir imaginer un produit justement qui s'adapte aussi aux intrants locaux. Donc, ça permet aussi, dans ce cas-là, de pouvoir réfléchir d'une façon différente sur le partage de la valeur qui peut être créée entre justement co-créer entre l'entreprise et son fournisseur. Ça permet aussi, bien sûr, de sécuriser les approvisionnements. Voilà, plutôt qu'acheter en local, plutôt qu'acheter en Asie, voilà, c'est plus facile. On a moins de risques lors du transport. On a aussi peut-être, grâce à des relations plus fortes avec le fournisseur, plus de facilité lorsqu'il y a un souci à trouver des solutions. Et puis, ça permet aussi, dans le cadre du pilier territoire de la RSE, de créer de la valeur, des emplois en Bretagne, tout en respectant les droits sociaux, et puis de participer à la réindustrialisation aussi du territoire, parce que c'est important pour les entreprises d'être intégrées dans un écosystème, dans une chaîne de valeur, et d'avoir à côté de soi, ou pas très loin, des entreprises qui parfois peuvent être concurrentes, mais parfois aussi peuvent être des alliés pour porter un certain nombre de sujets ou trouver des solutions aux problèmes. Donc, bien sûr, ça permet aussi de s'assurer de la qualité des produits, des services achetés. Avoir aussi donc, une démarche d'achat responsable des locaux, donc comme on l'a dit, ça permet de cocher un certain nombre de cases en termes de RSE et de respect des futures réglementations. Ça permet aussi d'avoir un impact positif sur la marque employeur. Voilà, on voit bien que les entreprises qui sont engagées dans une démarche durable ont moins de difficultés à recruter. On parle beaucoup des attentes des jeunes générations, mais je veux dire pas que. Voilà, on connaît aussi pas mal de gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui cherchent aussi à avoir du sens dans leur travail. Et puis, oui, voilà, relocaliser les achats, favoriser les achats locaux peut permettre aussi d'avoir un impact positif en termes économiques, puisque acheter en local, ça peut engendrer des économies directes, mais aussi des économies indirectes lorsqu'on analyse l'ensemble des coûts liés à un achat, non seulement le coût facial, mais aussi dans le cadre d'une approche de coût total, voilà, les coûts de transport, les coûts de stockage, les coûts liés également au fonctionnement d'une machine lorsqu'on achète des équipements, voilà, l'énergie, la maintenance, la formation, et puis également, par exemple, les coûts de fin de vie. Voilà, on en parlait tout à l'heure sur la CV, il faut prendre en compte l'ensemble des impacts et des coûts des achats. Donc, toujours sur comment relocaliser les achats justement pour décarboner. Donc, on a mis en place le projet relocalisons.bzh puisque la relocalisation par les achats, comme on l'a vu, c'est un outil au service des transitions des entreprises et plus globalement de l'économie régionale.
Donc, dans le cadre de ce projet, qui est piloté par la région Bretagne, par Loïc Hénaf, qui est le conseiller régional en charge des relocalisations du fret et de la logistique, on a défini un plan d'action partenarial pour sensibiliser, accompagner les entreprises. Donc, ce plan d'action est coordonné par BDI, mais on travaille aussi avec d'autres structures représentatives des entreprises ou qui les accompagnent. Donc, notamment, par exemple, le MEDEF avec les branches métallurgie, agroalimentaire et bâtiment. On travaille aussi avec Produits en Bretagne, qui est impliqué dans le sujet des achats locaux depuis de nombreuses années, achats des consommateurs finaux, mais également achats au sein du réseau. Et Produits en Bretagne lance d'autres actions auprès de ses adhérents, justement pour développer plus fortement les achats locaux. La CCI Bretagne, avec notamment Bretagne Compétitivité, mais aussi Bretagne Commerce International, et puis les conseillers du commerce extérieur en France, puisque l'idée, c'est vraiment de raccourcir les chaînes d'approvisionnement. On ne peut pas tout trouver en local. Voilà. Et puis parfois, le local, ça peut être à l'échelle de la communauté de communes, du département, de la région pour nous, mais ça peut aussi être à l'échelle de la France, voire de l'Europe. Voilà, ça dépend vraiment des produits, des entreprises, des marchés. Et puis, on a également dans le tour de table le Conseil national des achats, où là, justement, on a des experts qui peuvent nous donner des points de vue, nous faire des retours d'expérience aussi, nous parler un petit peu mieux du métier d'acheteur, des contraintes et des besoins. Et puis également la représentation de l'État en Bretagne, puisque l'idée, c'est de relocaliser les achats, mais peut-être que dans certains cas, relocaliser des achats va aussi aboutir à la relocalisation d'activités pour répondre à des besoins locaux. Donc, ce projet vise à pouvoir justement informer et accompagner les entreprises dans la relocalisation de leurs achats. Donc, c'est aussi un site internet sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre de ressources et d'outils. Donc, voilà, des vidéos comme par exemple les webinaires ou les tables rondes, les interventions qui peuvent avoir lieu. On a également mis en place des outils simples de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises pour répondre aux besoins. On avait vu l'année dernière, dans le cadre de l'expérimentation d'accompagnement, que les entreprises, selon leur maturité sur le sujet, selon également la taille de l'entreprise et du service achat, selon les produits qu'elles achetaient, qu'elles avaient vraiment des besoins différents. Donc, on a notamment 2 outils plutôt de sensibilisation. Donc, la charte du relocalisme des achats en Bretagne, qui est une charte d'engagement à favoriser les achats locaux, que l'entreprise soit bien avancée sur le sujet ou veuille s'engager dans la démarche. Et puis, il y a également l'indice breton de l'achat local qui vise à calculer sa part d'achat en Bretagne, en France, en Europe et à l'international, en s'appuyant tout simplement sur les outils de la comptabilité pour voir sur un an, en retraitant par code postal, voilà, quelle est notre part sur la région et puis ailleurs. Ça permet de se poser la question, quels sont les achats ici? Pourquoi il y en a d'autres qu'on fait ailleurs? Est-ce qu'on pourrait les relocaliser ou non? Voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en place justement un sourcing pour développer cette part locale. Donc, ce sont des outils qui sont en téléchargement sur le site. On peut aussi accompagner des entreprises lorsqu'elles recherchent des fournisseurs locaux. Voilà, ils nous disent, voilà, sur ce sujet-là, j'ai commencé à chercher ou j'aimerais commencer à chercher. Donc, nous, on peut regarder dans nos bases de données, donc les bases de données internes, voilà, qui recensent un certain nombre de sujets dans lesquels on héberge aussi des entreprises dans des annuaires comme les partenaires de la marque Bretagne.
On s'appuie aussi sur des annuaires publics et puis également sur les réseaux des partenaires. Voilà, donc là, on peut aider des entreprises en leur donnant quelques noms de fournisseurs potentiels, bien entendu. On ne peut pas rentrer dans le détail. On est sur un premier niveau. Mais si l'entreprise elle veut aller plus loin, on peut aussi la former sur les dispositifs d'accompagnement, les dispositifs financiers. Et puis, on avait recensé dans le cadre justement de la marque des consultants qui peuvent accompagner des entreprises. Et là, on a relancé aussi un recensement spécifiquement sur les achats responsables. Puisqu'en effet, si on a besoin d'aller plus loin, autant se faire accompagner par un prestataire local. Voilà, puisqu'on l'a dit, les achats locaux, ce sont les achats de produits, mais aussi les achats de services. On a beaucoup d'expertise sur le territoire. Et puis, il y a également des informations sur les événements, d'informations et de mise en relation qui sont organisés, que ce soit par BDI, mais aussi voilà, par les partenaires ou par d'autres structures qui nous sollicitent et sur lesquelles, pour lesquelles on va présenter le projet et puis les outils qu'on essaye de mettre en place pour répondre aux besoins des entreprises et qui peuvent encore être améliorés. Est-ce que peut-être qu'il y a des questions? On arrive bientôt à la fin de la présentation. Ça peut être des questions. Effectivement, pardon, vous pouvez les poser directement dans la conversation, sinon levez la main et puis on vous donnera la parole. Alors, David, on vous écoute. Oui, bonjour David, merci de me laisser la parole. Je me questionnais sur quelles données vous utilisez pour considérer que l'achat est local. Alors, pour le projet Relocalisons, on n'a pas défini la définition de l'achat local, puisqu'en effet, comme je disais, ça dépend vraiment de l'entreprise, de sa taille, de son marché, de son secteur. Pour certaines entreprises, le local, en effet, ça peut être la communauté de communes, ça peut être très, très territorialisé. Pour d'autres entreprises, par exemple, on avait discuté avec une entreprise dans le bâtiment qui cherchait des nouveaux produits pour l'isolation. Et on sait que c'est pas fabriqué en Bretagne, a priori pas vraiment en France, et donc c'est en Europe, voire à l'autre bout du monde. Donc là-dessus, on a une approche Bretagne, puisque voilà, on est l'agence régionale, mais on a bien conscience que ça dépend vraiment aussi du contexte, en fait, tout simplement, et de l'entreprise. Ok. Oui, ça reste effectivement complexe, Mm. notamment pour des grands groupes qui ont des holdings ou des entités dans différents pays. C'est pas toujours évident de définir ce qui est réellement local ou pas. Oui, et puis ça dépend dans ce cas-là aussi justement de la politique d'achat. Ce sont des politiques d'achat qui sont pilotées dans les établissements locaux, voilà, ou est-ce qu'il y a une politique d'achat globale, mais qui dit sur certains achats, on favorise les liens territoriaux. En effet, voilà, c'est pas simple à mettre en place. Ok, non, la question n'était pas simple, mais Mm. merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thierry Lévian, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie pour les présentations. C'est des sujets qui sont complexes. Moi, je vais vous donner un exemple concret d'un projet sur lequel je travaille. J'ai créé une société qui s'appelle Armor Polymère en septembre dernier et l'objectif, c'est de créer une filière de gestion du plastique en Bretagne. Donc aujourd'hui, on a que ce soit dans la sphère publique avec les centres de tri ou dans les entreprises, on génère beaucoup de déchets plastiques. Ces déchets plastiques parcourent en général entre 800 et 1000 km pour être recyclés. Sinon, ils sont dans la région enfouis ou incinérés.
Donc, on met en place des systèmes de pré-tri avec différents partenaires gestionnaires de déchets dans des entreprises. On recycle les matières. Aujourd'hui, on le fait pas en Bretagne, mais le projet industriel, c'est de le faire dans le Sud Finistère. Et ensuite, on a des plasturgistes qui achètent des matières vierges issues des ressources fossiles. On avait un exemple tout à l'heure sur le PET et le PEBD. Nous, on est sur du PEBD, du PEHD et du PP, polypropylène. Et donc, nos plasturgistes, aujourd'hui, on va dire qu'ils importent des matières granules vierges issues de ressources fossiles, en général du Moyen-Orient, d'Espagne, voilà, qui transitent par Le Havre ou Marseille. Et nous, l'idée, en fait, c'est de leur fournir une matière qui sera produite en Bretagne. Et pour ça, il faut qu'on ouvre des marchés, c'est-à-dire qu'on crée des produits. Donc, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, les films étirables sont fabriqués avec 100% de matière vierge. Notre objectif, c'est d'incorporer entre 30 et 40% avec un plasturgiste qui est en Bretagne. Avec une autre société, on va fabriquer des sacs poubelles. Donc, ce sera un déchet breton qui sera transformé en sac poubelle. Et on veut aussi créer différents produits comme des seaux, comme des poubelles à partir de matières recyclées. Donc là, on rentre sur des exemples qui peuvent devenir vraiment très concrets pour des entreprises qui voudront utiliser des matières recyclées. Au total, sur notre projet, on est sur une baisse des émissions de CO2 de l'ordre de 16 000 tonnes par an. Voilà. Et nous sommes bien accompagnés par BDI et par Françoise en particulier. Merci. En effet, voilà, c'est un projet intéressant où là, on peut allier achat local et réduction de l'impact environnemental au sens large. Et puis, ça permet aussi de répondre à des enjeux territoriaux importants. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui, alors, Félix de Thoré, pardon. Oui, bonjour à tous. Donc Félix de Thoré de Ecoder. J'avais déjà rencontré Madame Marestif il y a quelques semaines en visio. Déjà, je veux dire bravo à Monsieur Lubian pour sa création d'entreprise. C'est vraiment un projet top et hyper important. Donc déjà, merci aussi pour les présentations. Je serais très intéressé de pouvoir me rapprocher à la suite de ce webinaire de Alexandre et Charline, indépendamment. Je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait procéder si on voulait se rapprocher des différents acteurs qu'il y a eu dans ce webinaire en off. Et bien justement, voilà, je vous passe le slide avec nos coordonnées. On vous enverra de toute façon la présentation. Comme ça, vous pourrez nous solliciter les uns les autres, voilà, selon vos besoins. C'est bon, Félix, ça répond à votre question? Super, merci beaucoup, génial. Hop. Super. Une ou deux dernières questions peut-être? Sauf si tout était très clair. Génial. Eh bien, écoutez, on va pouvoir conclure. Merci de votre participation. Merci aux experts de nous avoir représenté ce sujet qui est très intéressant et très stratégique. Vous pourrez bien évidemment retrouver ce webinaire en replay, il vous sera envoyé avec la présentation. Pour nous aider, n'hésitez pas à scanner le petit QR code. C'est une petite enquête de satisfaction. Ça vous prendra 1 minute, pas plus. Voilà, pour nous aider à nous améliorer dans nos webinaires. Et toujours, voilà, ces supports-là sont vraiment à votre service, sont là pour vous accompagner. Donc, c'est important qu'ils répondent bien évidemment à vos besoins. D'ailleurs, ce webinaire s'inscrit dans la globalité du parcours de transition que j'ai évoqué en début de présentation. Donc, ce parcours de transition est porté par BDI, Bretagne Développement Innovation, et vient accompagner les entreprises, qu'elles soient bretonnes ou pas d'ailleurs, sur les enjeux de transition
liées notamment à la RSE. Donc, il y a des webinaires et des formations d'une journée qui sont fixées dans un calendrier que vous pouvez voir. Donc là, il reste deux ateliers en physique dédiés au numérique responsable le 17 octobre et au nouveau modèle économique le 19 novembre. Mais on vient également, alors quand je dis on, ce n'est pas que BDI, c'est bien évidemment un certain nombre d'experts locaux, dont d'ailleurs l'agence Déclic fait partie, au deuxième également. L'idée, c'est vraiment de venir vous accompagner, vous former sur les enjeux de la RSE. Donc là, par exemple, d'avril à juin, et il est reporté pour l'année prochaine, on a le cursus, donc ça s'adresse plutôt à des personnes débutantes qui deviennent ou qui vont devenir référents RSE. On a expert RSE qui vient en complémentarité. Donc là, on est sur un niveau 2 plutôt, qui est co-construit avec RSB, Rennes School of Business. Et il reste encore des places si vous le souhaitez. Et puis, une petite formation, un petit pas de côté, on dit ça plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand vous vous formez à la RSE et parfois vous rencontrez certains blocages. Et donc, l'idée, c'est de venir vous outiller pour pouvoir vous embarquer, pour pouvoir vous aligner ce qu'on appelle le corps, la tête et le cœur, mais également pouvoir mieux embarquer vos collectifs dans cette mise en mouvement, dans ces transitions-là. Donc ça, c'est un calendrier qui est fixe, mais on peut également venir vous accompagner via des formations sur mesure. Et donc là, ce sont des formations qui s'adaptent à vos problématiques, à votre secteur, à votre niveau d'expertise et sur la durée de votre choix, bien évidemment. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un certain nombre de thématiques, que ce soit de la stratégie globale, que ce soit des thématiques bien plus précises, par exemple les emballages ou la relocalisation de ses achats et de son activité responsable. Voilà. Mais un petit peu plus large aussi sur de la communication ou des méthodologies. Il faut savoir que le parcours transition est vraiment enseigné, entre guillemets, avec des méthodes d'intelligence collective. C'est-à-dire que oui, on va vous poser la théorie, mais derrière, il faut absolument que vous repartiez avec des outils que vous pourrez appliquer directement dans vos structures. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez nos contacts en bas à droite avec Aurélie ou moi-même, du coup, bien évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre. Et vous voyez justement en bas tous les logos des acteurs qui nous accompagnent, mais c'est une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire que si vous êtes une structure à Brest, bien évidemment, on va faire en sorte de vous faire accompagner par des acteurs locaux. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous encore. Je vous souhaite un bon appétit et vous aurez les contacts à l'issue si vous souhaitez aller plus loin. Bonne journée à vous. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Bonne journée Merci à à tous. tous. Au Bonne revoir. journée, journée. au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.